La semaine dernière, comme un vrai patron de gauche, j'ai dispensé de tournage Hamza, mon réalisateur, et Cotentin, mon co-auteur, parce que quand même, à Lyon, c'était tendu, et là où on tourne, il n'y a pas la clim. Alors je me suis demandé ce que j'allais faire, et puis je me suis dit que j'allais chercher comment reconstruire la gauche, ça allait m'occuper. En plus, ça tombait bien, il y avait déjà un débat là-dessus sur Mediapart, et moi du coup, je pouvais rester chez moi, volet fermé, le cul au frais à côté du ventilo que j'ai dû couper pour enregistrer cette voix off. Je vais crever, on va faire vite. Alors le plan aujourd'hui, c'est de sauver la gauche. Moi j'aime bien me donner des petits défis. Pour ce premier défi, on va commencer par quelque chose de facile, la gauche on connaît bien, on suit les embrouilles depuis longtemps et ça devrait pas être compliqué. Pour travailler, on va s'appuyer sur ce débat chez Mediapart qui s'appelait Maintenant parlez-vous et qui avait le mérite de réunir des représentants de toutes les grandes formations de la gauche. Tout d'abord, vous allez me dire pourquoi sauver la gauche. Bon, je vais vous répondre parce que la gauche, historiquement, c'est le camp de la démocratie et qu'en ce moment, celle-ci, elle va pas fort. Là-dessus, je rejoins complètement Guillaume Balas qui parlait ici au nom de Génération, le petit parti de Benoît Hamon. Parce que je crois que nous avons une responsabilité historique. Moi, je crois profondément que ce qui se passe, c'est pas simplement la potentialité aujourd'hui, comme dans d'autres pays, de la disparition des gauches. C'est même la question de l'esprit des Lumières, voire même, j'ose le dire, de la démocratie qui peut être posée aujourd'hui, et notamment quand on dit qu'on peut rentrer dans un âge post-démocratique. Je crois qu'il y a des velléités de ça. Et quels que soient les partis, ça n'est pas que l'extrême droite qui l'incarne. Voilà l'enjeu, le défi. Inventer une force politique qui soit à la hauteur des enjeux de l'époque. Les réformes à venir vont être brutales, le pouvoir est brutal, et pourtant tout le monde marche de son côté avec son petit agenda. Si Olivier Besancenot n'est pas sur la ligne de l'union de la gauche, comme il l'expliquait dans une interview à Pauline Grohl de Mediapart, il n'en est pas moins en train de parler à tout le monde pour construire une force de résistance à Macron et Le Pen, et il pousse la gauche politique et la gauche sociale à se parler et à agir enfin de manière coordonnée. Nous on dit banco, fédération, bourse du travail, coordination constante de la gauche des luttes, en tous les cas, faisons-le. Besancenot était d'ailleurs présent ce week-end au cirque Romanès avec des politiques, des syndicalistes et des associatifs pour réfléchir à un Big Bang de la gauche. Bref, l'heure est à l'élaboration d'un projet commun. Tout le monde se prend la tête, mais ça semble aller dans le bon sens. Là, Monsieur Bourdin, faut se dire les choses. Franchement, c'est quoi le sujet? On est sorti des européennes avec un paysage politique qui s'ancre, où on a l'impression que ça se résume à soit le pouvoir en place et l'accélération de recettes austères, néolibérales, productivistes, ou alors une solution autoritaire de repli climato-sceptique incarnée par l'extrême droite. On va quand même pas rester les bras ballants. Donc le débat que je vous ai ressorti, il a eu lieu au lendemain des européennes. Vous vous souvenez du contexte, Yannick Jadot n'en peut plus, le gars annonce d'emblée qu'il y aura un candidat écolo à la présidentielle, ce qui nous pose une première contrainte, une contrainte que nous appellerons le gros melon de Yannick Jadot. Yannick Jadot, il avait le droit d'être content de faire un bon score le 26 mai, et vous inquiétez pas, c'est un garçon solide, responsable, et il n'y a pas de sujet. Bon s'il est responsable, il va se calmer un peu, parce que là sinon ça va être compliqué pour mon défi. Les Verts nous ont dit au lendemain des européennes qu'ils n'étaient pas là pour reconstruire la gauche, mais pour reconstruire la planète. Bon, il y a peut-être moyen de faire d'une pierre deux coups quand même. D'autant que dès le début du débat, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les écolos ont gagné la bataille culturelle, en tout cas à gauche. Si on veut construire une vaste force politique, une coalition électorale qui soit une alternative sérieuse à la droite et à l'extrême droite, il va falloir prendre ça en compte. C'est que ça peut pas être les imaginaires politiques hérités du 19e et du 20e siècle qui peuvent construire cette alternance qui doit être aussi une alternative. Moi, ce que je pense, c'est que c'est l'imaginaire écologiste. Très bien, l'imaginaire écolo, c'est parfait, c'est partagé à gauche, on prend. Alors, qu'est-ce qui divise, par contre? La question de l'Union européenne, par exemple, ou même des alliances internationales. D'un côté, il y en a qui ont peur des Russes et qui kiffent l'Europe, et de l'autre, il y en a qui dénoncent l'Union européenne et les magouilles américaines. C'est un sacré clivage, ça. Quand le Parti communiste français, dans les années 70, et le Parti socialiste ont réussi à se mettre d'accord, alors que pour certains, le Parti communiste français, il y avait quand même un tropisme vers l'Est, et chez les autres, un tropisme vers l'Ouest, c'était autre chose en termes de fracture que ce qui existe aujourd'hui. Ah oui, tiens, c'est pas faux. Donc ça, c'est résolu. Bon, je l'aime bien, ce Guillaume Balas. Il est pratique, il résout les problèmes. Donc résumons, là, tout le monde est d'accord sur l'écologie. Il y a même un accord sur la 6ème République. Dans leur critique du présidentialisme, toutes ces formations se retrouvent. C'est chouette. Sauf que voilà, il reste un problème de taille. Le PS. Absent du Big Bang de la gauche de ce week-end, le parti central de la gauche de gouvernement est également absent du plateau de Mediapart, où il est en quelque sorte représenté et défendu par Raphaël Glucksmann de Place Publique. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, en fait. C'est l'éléphant dans la pièce, parce qu'aujourd'hui, le dernier grand parti de gauche que l'on a connu, c'est le Parti socialiste. Et moi, je vous dis, je me sens profondément de gauche. C'est un truc qui me parle, mais pourtant, ce qu'a fait le Parti socialiste de François Hollande, ça ne me parle pas. Alors comment on reconstruit sur ces ruines-là? Ça devient difficile de défendre la loi travail d'El Khomri, les années Valls et la déchéance de nationalité. Oui, ça aussi, ça pourrait être un truc sur lequel refonder une alliance. Parce que finalement, aujourd'hui, le seul à défendre Hollande, c'est Hollande. Tous ceux qui sont sentis, et j'en fais partie, complètement bernés
par le quinquennat de François Hollande. Et j'avoue que moi, j'aurais du mal à travailler avec le Parti socialiste qui est l'héritier de cela. Là-dessus, Yann Brossat, adjoint au logement à la mairie de Paris, donc quelqu'un qui travaille avec les socialistes, n'est pas franchement d'accord, d'autant que lui aussi a vu de son côté des socialistes qui ne voulaient pas bosser avec les insoumis, et lui, il dit qu'il faut bosser avec tout le monde parce que sinon on fait rien, tout ça, arrêtez de faire les gamins. Si on se dit, de toute façon, on ne peut pas participer à une majorité avec des socialistes, ou si des socialistes disent, on ne peut pas participer à une majorité avec des insoumis, ça veut dire qu'on renonce à diriger la quasi-totalité des villes qui sont aujourd'hui dirigées par la gauche. D'autant que dans le même temps, on assiste dans toute une série d'endroits à une fusion entre la droite et la République en marche. Et là, on a touché au cœur du problème. Parce que si le PS était le premier éléphant dans la pièce, il y en a un deuxième. En 2008, Jean-Luc Mélenchon quitte le PS et dénonce la social-démocratie, une impasse selon lui. Parce que Jean-Luc, il a compris un truc, avant tout le monde, il est venu le temps de l'écosocialisme. Moi, je suis contre le monde des riches, je suis contre le capitalisme et je veux faire de la planification écologique. Et je veux une république jusqu'au bout, partout. Voilà. J'assume. Après, vous pouvez me dire, monsieur Mélenchon, rentrez chez vous, vous ferez 6%, non, pas encore, vous faites pas l'heure, C'est ce qu'on lui dit, et pourtant il fonde le parti de gauche, crée le front de gauche avec les communistes, et place la transition écologique au cœur de sa rhétorique. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne vous aurais pas dit, le problème numéro 1, c'est la crise écologique, j'en conviens. Mais je serais un imbécile si je ne le comprenais pas. Et j'essaye de répondre au problème de la crise écologique par les méthodes qui sont celles de la gauche. C'est ça que je propose. Après, si les gens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Voilà, ce qu'on essaie de faire là, rassembler la gauche avec un projet écolo, c'est ce que veut faire Mélenchon déjà en 2008. Le gars avait 10 ans d'avance. Alors bien sûr, les esprits les plus conformistes et les moins imaginatifs lui prédisaient un échec certain. Je rappelle qu'à l'époque, les visionnaires voyaient DSK comme candidat de la gauche en 2012, donc vous vous doutez bien que le coup de barre à gauche que venait mettre Mélenchon, il passait pas. C'est le peuple qui va trancher. On va le convaincre. Il tranche déjà dans les urnes. Les résultats électoraux de la gauche sont tellement faibles qu'on ne peut pas envisager une victoire avant. Si vous aviez dit ça, oui, je vous comprends. Si vous aviez dit ça à Jean Jaurès, il serait resté à la maison. Hein. Oui, mais enfin, les temps ont changé là. On n'est vraiment pas dans la situation de Jean Jaurès. C'est aussi dur que du temps de Jaurès. Peut-être, mais la situation politique. Donc vous combattez votre propre camp en réalité en espérant avoir la victoire. Donc tout ça n'arrivera pas de notre vivant, c'est ça qui est désespérant. Et 10 ans après, Mélenchon fait près de 20% à la présidentielle. Le PS est en miettes, tout le monde est écolo, et l'échec du social-libéralisme est manifeste. Les Insoumis ont récupéré quelques points du vote ouvrier, un quart des électeurs de François Hollande en 2012 a voté Jean-Luc, et chez 38% des sondés se déclarant proches d'Europe Écologie Les Verts, ça a voté France Insoumise, alors que les Verts s'étaient officiellement alliés à Benoît Hamon. Mélenchon, le tempétueux Mélenchon, avait anticipé beaucoup de choses dès 2008. Il aurait pu rester tranquille au PS et devenir ministre sous Hollande, par exemple, mais non, il a planté son parti et a bousculé la gauche. Il faut commencer un nouveau chemin. Il faut que quelqu'un ait le courage de commencer. Je commence. Et vous verrez que je peux l'emporter. Alors évidemment, aujourd'hui, vous pouvez avoir la banane en disant qu'est-ce qu'il va faire avec ces 6,5%, où il va, cet homme-là. Eh ben, il commence et il appelle les autres à l'aider. Et vous verrez que, comme mes prédécesseurs, dans la même tâche, ils ont fini par faire le trou. J'y arriverai. Il a fait le trou, le plus gros du boulot. Il a théorisé aussi bien la 6ème République que l'écosocialisme, et si aux dernières présidentielles il a fait 30% chez les 18-24 ans, c'est qu'il y a bel et bien une génération Mélenchon, une génération qui a été formée par lui, par sa rhétorique, par ses livres, ses vidéos et ses discours fleuves. Disons-le, Jean-Luc Mélenchon est le personnage majeur de la gauche du début du siècle, un personnage qui aura marqué son époque et que l'histoire rangera probablement aux côtés des grandes figures de la gauche française. Sauf que voilà, c'est encombrant un Mélenchon pour le reste de la gauche. Notamment pour ceux qui ont suivi le fil de l'eau, ceux qui sont allés gouverner avec Hollande, ceux qui se sont convertis plus tardivement à l'écologie, ceux qui ont reçu des coups de la part de Mélenchon et qui, bien souvent, en ont distribué aussi. Il y a un passif. Alors on va trouver 1000 raisons pour se méfier de lui ou des insoumis. Ils parlent trop fort, sont trop violents. Bien sûr que le caractère de Mélenchon n'aide pas, c'est certain. Sa stature et ses grands airs impressionnent et font peur, au point que David Cormand doute de la volonté de Mélenchon d'en finir avec la 5ème République. Ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour ne m'a pas laissé l'impression, pour dire les choses très tranquillement, qu'il était complètement déterminé à se séparer des oripeaux de l'incarnation du pouvoir de la 5ème. Et je peux me tromper. Et nous voilà dans cette situation absurde. Ça bloque entre la France Insoumise et le PS, alors même que les forces de gauche n'ont jamais été aussi proches politiquement. Écoutez ce que nous dit Ballas, là, c'est quasiment du Mélenchon de 2008. Il faut admettre que, idéologiquement, nous proposons quelque chose qui est en rupture. Rupture avec le productivisme
Et comme il n'y a pas d'écologie sans répartition des richesses, rupture avec le libéralisme. Alors c'est peut-être ça qui bloque le plus. Mélenchon et les siens, la figure de Mélenchon, les vieilles histoires du parti de gauche et du PS. L'insecte propagande du parti solférinien va se mettre en route. Et c'est peut-être pour ça que certains souhaitent qu'il se mette en retrait de son propre mouvement. Il prend trop de place, il a eu raison trop tôt et s'est fait beaucoup d'ennemis. Ses ennemis, il les a combattus ardemment. Mélenchon a pesé de tout son poids sur l'imaginaire politique de la gauche, mais pour ça, il s'est battu bec et ongle, n'épargnant à ses adversaires d'alors aucune critique, aucun nom d'oiseau. Non, ce n'est pas vrai. J'ai les chiffres, je veux bien qu'on les ressorte. Non, vous n'avez pas de chiffres. Si, j'ai les chiffres. Vous racontez n'importe quoi et vous l'avez fait exprès pour pourrir l'entretien que nous avons. C'est vous qui êtes un branleur, pas moi. 66%. Une fois la bataille des idées remportée, il reste des cicatrices. Il reste un homme dont on a peur, dont on se méfie. Un homme dont l'adversité a forgé le caractère et avec lequel il est parfois difficile de discuter. C'est pas parce qu'il y a une direction communiste en perdition qui s'accroche maintenant, qui ne s'exprime plus que contre moi. Je vais pas m'arrêter à ça, sinon on fait plus rien. Mais les communistes, c'est pas un problème pour moi, c'est une solution. 15 ans de lutte et de coups bas, 15 ans à ramer à contre-courant de l'idéologie dominante, ça laisse des traces. Je dirais que la logique de Clash, c'est de penser qu'avec le bruit et la fureur, on va parler davantage au monde populaire. Et c'est aussi s'appuyer sur le ressentiment davantage que sur l'espérance. Un appel et une tribune déjà signée par près d'1 millier de personnes, sauf que dans les rangs du parti, les avis sont beaucoup plus mitigés. Je ne vois pas pourquoi il faudrait comme ça donner l'illusion qu'on repart de zéro, qu'il faut une espèce de Big Bang, comme si rien n'avait été fait en 2017. Bien sûr qu'il y a des questions à se poser, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sans garder un minimum la tête froide. Alors comment refonder la gauche là-dessus? Le score de la présidentielle n'était pas un hasard, un accident, tout était là ou presque. Là encore, Mélenchon se souvient qu'on ne lui a pas facilité la tâche pourtant, et que parmi ceux qui ont joué contre lui, il y avait les écolos et le PS, il y avait Hamon, il y avait même une partie des communistes qui voulaient partir sans lui. Qu'est-ce que ça aurait donné si les rancœurs avaient pu être mises de côté à ce moment-là? Mais à ce moment-là, ce n'était pas le bon moment. Maintenant qu'est gagnée la bataille des idées, voilà qu'on bloque sur les blessures qu'a laissé cette bataille. Comment les refermer, comment tourner la page. Il serait bien cruel que pour mettre ses idées au pouvoir, ce soit d'abord la tête de Mélenchon qu'on réclame, comme un préalable, pour solder les vieilles querelles. Ce serait cruel, mais ça pourrait fonctionner, comme un nouveau départ. Ça me fait penser à une phrase d'ailleurs. Une phrase de Léon Trotsky, pardon pour ceux que ça choque. Enfin, lui, il avait fait le tour de pas mal de choses. Et à la fin, il marque dans son carnet, il marque « Histoire, que tu es lente et cruelle. » Que tu es lente et cruelle. Mais peut-être que c'est une illusion d'un homme, comme j'en vois d'autres dans cette salle, des hommes, des femmes, d'une certaine génération. On aimerait tellement voir la suite. Hein? C'est pas vrai? À lundi prochain.